Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux jusque tout en haut de l'espace Georges Sadoul et de cette grande salle pour célébrer ensemble à la fois l'ouverture et la fin de cette première journée du Festival international de géographie, 32e édition. J'ai toujours un doute entre la 31e et la 32e, mais on est bien dans la 32 édition 2021, consacrée au corps, consacrée à l'Europe ou aux Europes. Je suis, en tant que président de l'association pour le développement du Festival international de géographie, très heureux de vous accueillir, allez, je vais le dire avant David Valence, au nom de toute la ville, même si lui le fera plus légitimement et mieux que moi. Je commence évidemment avec quelques remerciements. Alors, évidemment, à vous toutes et tous qui êtes présents souvent fidèlement depuis plusieurs années au festival, à l'ensemble des agents de la ville et des bénévoles qui s'investissent pour vous accueillir. Leur accueil est souvent remarqué, les festivaliers le soulignent à chaque fois, donc c'est important de commencer par eux. Et puis ensuite, je voudrais remercier Marion Tillous, qui est pour cette édition 2021 la directrice scientifique pour la programmation corps, Sarah Polacci, qui porte la lourde responsabilité de la programmation littéraire qui accompagne la programmation scientifique, Olivier Huguenot, qui coordonne le Salon du Livre, Victoria Caps, la directrice du festival, l'indispensable directrice du festival. Nos soirées passées au téléphone pour caler les derniers détails en sont la preuve. L'équipe de la TFIG et l'équipe qui entoure Victoria Caps. Et puis, cette année, nous avons aussi associé un nombre important de géographes à la programmation. Ils sont donc une dizaine en plus dans les coulisses qui, par leurs conseils, leurs avis, leur investissement, leur répertoire aussi, nous ont permis d'offrir cette riche programmation durant ces 3 jours. Donc je vais vous les nommer. Pour la programmation corps, Milan Bonté, Claire Hancock, Myriam Mousset, Noémie Rapegno, Jemila Zenaidi. Et pour la programmation Europe, Michel Fouché, Sylvain Kahn, Angélique Pal, Céline Rosenblat, Camille Schmoll. Voilà, je vous propose qu'après cette première salve de noms, on les applaudisse tous, car ils le méritent. Alors dans un instant, nous allons accueillir sur la scène l'historien Georges Vigarello, qui est le président d'honneur de cette édition du festival, qui a travaillé sur le corps tout au long de sa carrière. Et Jean Lebrun, journaliste à France Inter, nous permettra dans cette interview de mieux comprendre comment il a traité ce sujet. Moi, je voulais d'un mot, témoigner de cette première journée qui s'est ouverte ici autour du thème de l'Europe, où on a commencé cet aller-retour, ce va-et-vient entre les fondamentaux des sujets sur lesquels les géographes s'interrogent depuis des décennies, sur ce qui constitue l'Europe, sur ce qui la délimite, sur le projet pour l'Union européenne, et puis en même temps sur l'actualité de ces derniers mois, de ces dernières semaines, le Brexit en premier lieu, et on en reparlera évidemment pendant le week-end. Et puis j'ai assisté un petit peu de temps après à la première conférence dédiée au corps avec Jemila Zenaidi et Marianne Blidon. Et la conférence a commencé de façon assez caractéristique. J'espère ne pas trop caricaturer leurs propos, mais elles ont dit un peu toutes les deux. Quand Marion Tillous nous a proposé de venir faire une conférence sur corps, on s'est un peu interrogé, parce qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on traite vraiment du corps ? Et le corps, c'est pas forcément un objet d'étude pour nous géographes. Et puis, évidemment, en cherchant un peu, beaucoup de géographes, je crois, se sont rendus compte que ces questions liées au corps étaient centrales ou transversales dans leur sujet. Et c'est ce qu'on a voulu essayer de faire cette année, prendre un thème qui nous a beaucoup interrogés à cause de la pandémie, de la distance que nous avons mis les uns entre les autres, et puis se rendre compte que nous, en tant que citoyens, en tant que grand public, eux, en tant que géographes, chercheuses, chercheurs, nous sommes tous concernés d'une façon ou d'une autre par ce corps, parce que nous en avons tous un, quel que soit son état, sa taille, sa forme ou sa couleur. Donc, vous voyez, ces doutes, ces questionnements, le fait d'être titillé par ce sujet corps, c'est normal quand on n'est pas géographe, mais c'est aussi normal quand on l'est. Donc, on est tous, ce week-end, dans le même bateau de ce point de vue-là. Voilà donc pour ces quelques mots de présentation et de remerciements. Je cède tout de suite la parole au maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence, qui sera suivi par le préfet Yves Segui. Voilà David, je t'invite sur scène.
Bien, monsieur le préfet, monsieur le ministre maire honoraire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, madame la sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, madame la présidente du Centre national du livre, madame l'ambassadrice de France, chère Sylvie Berman, monsieur le commissaire de Massif, madame la directrice régionale des affaires culturelles, mesdames et messieurs les maires, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs, chers amis. Finalement, quand on vient en ce festival et qu'on connaît mal Saint-Dié-des-Vosges, on peut se poser la question de savoir si ce que nous vivons et ce que nous allons vivre dans les 2 jours qui viennent, ce que nous avons déjà vécu au cours de la journée qui s'est écoulée, est un paravent qui dissimule une réalité quotidienne tout au long de l'année qui serait moins ouverte, moins généreuse, moins curieuse, ou si finalement c'est un œilleton qui, notamment aux festivaliers occasionnels, permet d'entrevoir ce qu'est une partie de la réalité déodacienne. Alors, ce serait prétentieux de dire que nous vivons toute l'année au même rythme que celui que nous connaissons pendant les 3 jours qui ont commencé ce matin. Pour autant, je crois que le festival est une forme d'apogée ou d'acmé, de point culminant, dans une chaîne de montagnes qui fait que la ville de Saint-Dié-des-Vosges, tout au long de l'année, vit un pari qui est porté par les élus, qui est porté par la population, qui est celui de mettre la culture au cœur des politiques publiques et au cœur de la société. Et dans l'époque que nous avons traversée, qui a vu les industries culturelles très lourdement affectées, perturbées, parfois fragilisées, malgré un soutien très important de l'État, aussi bien au spectacle vivant qu'au livre notamment, eh bien, je pense que dans cette période, nous avons senti plus que jamais ce besoin de nous ouvrir à l'autre, de construire de la justice et de l'émancipation avec la culture au sens large et avec des moments comme celui que nous vivons dans ce festival, dans sa diversité. On en parlait à l'instant avec la présidente du Centre national du livre, Régina Tchando, dans sa diversité, bien sûr, salon du livre, bien sûr 170 conférences ou tables rondes, bien sûr le salon de la gastronomie, bien sûr le salon de la géographie numérique, bref, des dimensions qui s'enchâssent les unes dans les autres et qui forment une fête du savoir et de la connaissance. Eh bien, oui, nous faisons ce pari de la culture au cœur de la société déodacienne, dans nos politiques publiques, dans le pari associatif aussi. Et j'en donnerai ici très rapidement et surtout en ayant à l'esprit, encore une fois, ces festivaliers ponctuels, j'en donnerai quelques exemples particulièrement emblématiques. Si on regarde le domaine de la musique, la manière dont elle est vécue, reçue dans notre territoire et les efforts qui y sont consacrés. Au cours de ces dernières années, nous avons vécu ici à Saint-Dié-des-Vosges, en Déodacie, la création d'un orchestre symphonique. Nous avons vécu la création d'une classe orchestre dans un quartier populaire. Nous avons vécu, et une classe orchestre, on enseigne la musique à chacune des promotions de l'école à partir du CE2, et pas seulement tous les 3 ans. Nous avons vécu le recrutement d'un directeur musical à temps plein issu du Conservatoire national de musique de Paris. Et nous avons vécu de nombreuses résidences artistiques de musiciens ou d'ensembles musicaux ici à Saint-Dié-des-Vosges. Et puis bien sûr, nous avons continué à soutenir un événement majeur en matière musicale qui est le Festival des Abbayes en Lorraine, qui chaque année, notamment dans la vallée du Rabodeau, conduit des actions remarquables en matière d'éducation artistique et culturelle. Si nous prenons la question du spectacle vivant, ici, à l'espace Georges Sadoul, c'est une programmation extrêmement dense, qui nous vaut d'ailleurs le soutien de la DRAC à partir depuis quelques années maintenant. Une programmation audacieuse, très marquée par des choix d'être en prise avec les questions de la société, très marquée par une forme aussi, le choix du circassien, et une programmation qui se déploie
tout au long de l'année dans un certain nombre de villes, y compris et de petites communes, y compris dans la plus petite commune de la communauté d'agglomération, lors de cette saison culturelle à Raon-les-Laux, où des artistes donneront un spectacle d'ici quelques mois. Une commune de 37 habitants, dans un fond de vallée, et une commune où les gradients socioculturels sont aussi difficiles qu'ils peuvent l'être dans certains quartiers de Saint-Dié-des-Vosges. Et puis, si on prend la question de la lecture publique, c'est la constitution d'un réseau de lecture publique, le réseau Escale, qui permet aux bibliothèques associatives et communales de bénéficier de l'expertise des bibliothèques publiques de l'intercommunalité. Et puis, c'est ce grand projet qui, évidemment, fait beaucoup parler à Saint-Dié-des-Vosges et ailleurs, la Boussole, un tiers-lieu dans lequel la médiathèque occupe la moitié de l'espace, mais avec des points de rencontre avec l'Office de tourisme intercommunal et avec un espace de coworking. Et la Boussole, c'est tout simplement le plus gros investissement culturel de la ville de Saint-Dié-des-Vosges depuis la création du musée Pierre-Noël en 1977. C'est un vrai choix politique, celui d'installer la culture et la lecture publique, singulièrement, au cœur de la cité, et de faire de la Boussole un forum, le lieu où on se croise, quel que soit le quartier de la ville où on habite, quelle que soit la commune où on habite dans le territoire, un phare aussi pour l'ensemble de notre collectivité. Je pourrais multiplier les exemples et parler du patrimoine et de l'architecture. Madame la directrice régionale des affaires culturelles sait que c'est un de mes dadas, mais j'arrêterai ici les énumérations en me contentant de rappeler les efforts qui ont été menés ces dernières années pour valoriser l'architecture de la reconstruction et donc pour redonner aux habitants de Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi de communes comme Corcieux, Saulcy-sur-Meurthe, Saint-Léonard, Anould, Gerbépal ou Corcieux, un peu de la fierté que l'épreuve des temps avait voulu leur ôter après 1944. Voyez donc que vous, festivaliers, qui aujourd'hui êtes dans cette salle, qui étiez si nombreux tout à l'heure à la cathédrale, on a rajouté des chaises. Christian Pierret sait que quand on dit cela en politique, ça peut vouloir dire deux choses. Soit qu'on n'avait volontairement pas mis assez de chaises dans la salle, pour pouvoir dire on a rajouté des chaises, soit qu'il y en avait vraiment déjà beaucoup, et il y en a 800 à la cathédrale, et qu'il a fallu aller en chercher dans des salles adjacentes. J'ai la faiblesse de penser que les organisateurs ont été honnêtes avec moi et qu'ils ont vraiment rajouté des chaises. Et donc, tout à l'heure, il y avait plus de 800 personnes dans la cathédrale. Donc, oui, nous vivons un moment singulier, une sorte de point culminant, mais dans une ambition culturelle et dans une ambition de connexion de ce territoire qui connaît ses difficultés, qui n'est pas Neuilly-sur-Seine ou Nice, certes, mais qui fait ce choix de l'ouverture au monde, de s'arrimer aux vastes questions qu'il dépasse parfois, parce que nous avons ce devoir vis-à-vis de nos populations, parce que la culture, c'est de l'émancipation, je le disais, et de la justice. Je terminerai en disant rapidement ma reconnaissance à tous ceux qui font que ce festival, chaque année, peut se tenir. C'est déjà la 8e édition que je connais en tant que maire, c'est la 32e, effectivement, et je dois dire qu'à chaque fois, c'est un équilibre fragile, qui se reconstitue avec des éléments différents, mais qui se reconstitue. Et cet équilibre, il est possible parce qu'il y a l'association, cher Thibault, avec ton conseil d'administration. Cet équilibre, il fonctionne parce qu'il y a d'ailleurs dans l'association un tissu de bénévoles très dense, qui au quotidien, ici à Saint-Dié-des-Vosges, font vivre l'association en lien avec, bien sûr, les qui la président ou l'animent. Cela est possible aussi parce que nous avons le soutien d'un certain nombre de partenaires institutionnels, la région Grand Est, le Centre national du livre, le Conseil départemental des Vosges, bien sûr le Conseil régional, principal partenaire de la manifestation. Et puis, c'est possible parce que nous avons la confiance des géographes qui, quand Christian Pierret a créé cette manifestation, avait besoin de ce point de rencontre et qui voulait aussi illustrer une certaine idée de la géographie à la française, c'est-à-dire une géographie humaine, une géographie qui n'est pas réduite
à la géographie physique, et qui retrouve ici chaque année un public un peu plus nombreux que celui des colloques dans lesquels ils dissertent avec plaisir, mais parfois un peu de désappointement quand ils constatent l'affluence qui accueille leur développement savant. Voilà ce que nous vivons, et voilà ce qui est permis par la mobilisation de chacun de vous, une sorte de miracle qui, j'y insiste, n'est pas un paravent, mais qui est la manifestation d'une énergie. Alors je sais que les géographes, chaque année, reprennent de l'énergie ici, y compris en se frottant à des thèmes qui ne sont pas faciles. Il y a 2 ans, migration, avec Mercedes Serra comme présidente du festival. Cette année, corps. Mais je voulais dire aussi à la communauté des géographes et à tous nos soutiens notre reconnaissance, parce que nous aussi, nous reprenons de l'énergie dans ce festival, et nous y retrouvons encore un peu plus la force de croire et d'espérer. Voilà, encore une fois, merci à tous, et puis je l'ai dit ce matin aux collègues enseignants, et je le redis aujourd'hui, bon Festival international de géographie à toutes et à tous. Merci beaucoup, David. Et nous accueillons maintenant le préfet des Vosges, monsieur Yves Segui. Monsieur le ministre, monsieur le maire de Saint-Dié, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, madame la présidente du Centre national du livre, madame l'ambassadrice, madame la sous-préfète, madame la directrice régionale aux affaires culturelles, monsieur le président du festival, mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs les festivaliers, mesdames et messieurs en vos qualités respectives pour n'oublier personne, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce moment inaugural de la 32e édition du Festival international de géographie. J'ai douté un temps, je ne savais plus si c'était la 31e ou la 32e. Monsieur le maire, vous m'avez dit, vous-même monsieur, m'avez dit qu'il fallait bien être à la 32e, ce qui évidemment est une précision importante. Une édition qui vient mettre un terme à une parenthèse imposée par la crise sanitaire et qui de fait prend une couleur toute particulière. Mais à cet instant, qu'il me soit permis de saluer tout particulièrement les fondateurs de ce festival, au premier rang desquels, monsieur le ministre Christian Perret. Vous avez en 90, monsieur le ministre, créé une manifestation qui, de par son ampleur, est devenue rapidement un événement, confirmant ainsi sa grande qualité. Avec le temps, le FIG est devenu un rendez-vous attendu, si bien qu'à Saint-Dié, je me suis laissé dire que l'on mesure l'écoulement du temps au nombre d'éditions du festival vécues. J'ajoute que je me félicite, monsieur le maire, de l'appui qu'apporte l'État sur le plan, certes conceptuel, mais aussi sur le plan financier, pour faire de ce rendez-vous un grand rendez-vous de la connaissance, de la curiosité intellectuelle et avant tout de la volonté de se tourner vers de larges horizons pour s'ouvrir aux autres. Le thème central choisi cette année, le corps, ne manque pas d'interpeller, vous l'avez dit, monsieur le Président, pour un festival de géographie, qui est en réalité, quand on y regarde de plus près, beaucoup plus qu'un festival de géographie, qui est évidemment un carrefour interdisciplinaire, évidemment d'une qualité exceptionnelle, mais qui est surtout accessible au plus grand nombre. L'équipe organisatrice du festival a pris le parti d'évoquer le corps dans tous ses états, disiez-vous, alors que mon premier réflexe consistait à considérer le corps, mais peut-être par réflexe professionnel, selon ses statuts. Et je ne pensais pas qu'au corps électoral, au corps professoral, au corps médical, au corps constitué, et pourquoi pas au corps préfectoral. Mais tout de même, le corps ne saurait se concevoir sans l'esprit. Faire corps pour faire sens. Cultiver la solidarité de corps. Autant de digressions qui pourraient nous mener certes très loin, mais sûrement sur des pérégrinations qui sont peu compatibles avec l'instant présent. Le territoire invité, l'Europe,
même déclinée de manière plurielle, s'inscrit dans une actualité très importante, vous le savez, mesdames et messieurs, pour notre pays, qui présidera dans quelques semaines le Conseil de l'Union européenne pour tout le premier semestre 2022, avec nombre d'événements organisés sur le territoire national et tout particulièrement dans notre capitale européenne qu'est Strasbourg. Toutefois, revenant vers le thème central, l'évocation du corps conduit nécessairement à s'interroger sur toutes les contraintes, et vous le disiez dans votre propos liminaire, que nous a imposé la pandémie de la Covid. Il est un terme, la pandémie, que l'on croyait appartenir au passé, avant que malheureusement cette crise sanitaire nous rappelle tout le sens qu'il pouvait recouvrir et sur ses multiples conséquences à court, moyen et peut-être long terme. En fait, cette pandémie de Covid, peut-on s'interroger, nous a-t-elle vraiment projeté dans une nouvelle dimension? La question qui se pose à ce moment-là est de savoir avec quelle temporalité. La Covid a assurément réduit nos mouvements, nous a contraints au confinement, nous a malmenés et a substantiellement réduit toutes les actions que nous connaissions au quotidien. Elle a même par moments mené à la fermeture de certaines de nos frontières. Elle nous a conduits à interroger nos capacités de résilience, tiens, un nouveau mot qui est apparu il n'y a pas très longtemps finalement dans la langue française, nos capacités de résilience. Elle nous a poussés à pratiquer des réunions en visioconférence, à délivrer des enseignements en distanciel, tant le présentiel présentait des risques pour nos corps et pour notre santé. Dans cet espace réduit, nous avons questionné malgré tout de nouveaux horizons et tout de même exploré de nouveaux espaces. Dans le même temps, alors que notre économie est globalisée, mondialisée, que notre planète en fait est devenue au fil des années un grand village de par l'offre de mobilité dont nous disposons, la Covid, ce petit virus, nous a conduit à retrouver les vertus des circuits courts, les avantages de la proximité, les nécessités des réinstallations de certaines activités, autant dire des valeurs qui s'étaient dissipées sous les assauts d'une certaine modernité. Nous avons aussi pu vérifier, comme le disait en d'autres temps Antoine de Saint-Exupéry, que ce n'est pas la distance qui mesure l'éloignement. Alors que dans le même temps, on s'apprête aujourd'hui enfin à retrouver les grands espaces, saurons-nous ensemble consolider notre monde de demain? Avons-nous suffisamment exploré notre Terre pour aspirer, autant que l'on peut l'observer aujourd'hui, à partir de plus en plus facilement en apesanteur, découvrir une nouvelle dimension dans l'espace? Peut-être qu'une nouvelle édition du FIG nous apportera des clés complémentaires de réflexion sur ces initiatives dignes véritablement de corps expéditionnaires. Mais revenant en temps sur Terre, je ne peux conclure mon propos sans évoquer notre construction européenne, cette union majeure qui nous a permis de retrouver durablement un espace de paix et de progrès. Cependant, notre Union européenne voit son périmètre, effectivement, depuis quelque temps, se réduire sous l'effet du Brexit. Pour autant, nous avons besoin d'une construction européenne solide qui nous offre des espaces de protection et de résistance majeurs, qu'il s'agisse de la zone euro ou de l'espace Schengen. Les frontières extérieures de notre Union européenne font l'objet, vous le savez, de nombreuses attentions et ne manqueront pas de faire l'objet dans les prochains mois de multiples attentions et vigilances pour que nos frontières intérieures de l'espace Schengen continuent d'être effacées autant que faire se peut pour que nous vivions en totale liberté. La présidence française du premier semestre 2022 permettra bien sûr de revenir sur de nombreuses questions d'actualité. Le pacte migratoire en fera partie. J'ajouterai d'ailleurs que l'importance d'une telle présidence mesure bien sûr à la qualité des questions évoquées,
mais aussi notons rapidement que cette présidence revient tous les 15 ans seulement, ce qui montre évidemment qu'il ne faut pas manquer l'exercice. Mais pour l'heure, laissons libre cours à la 32e édition du FIG, qui ne manquera pas de nous guider, telle une boussole, monsieur le maire, vers de nouvelles perspectives, faites de rencontres et d'esprit. Vive le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Alors, j'ai bien noté vos efforts pour tenter de connaître à l'avance le thème des prochaines éditions, mais il faudra attendre ici même dimanche après-midi pour connaître celui de l'édition 2022. En attendant, place au corps avec un historien, car les géographes sont heureux d'inviter aussi des historiens. Voilà le président d'honneur de cette 32e édition, Georges Vigarello. Qui vient accompagné de Jean Lebrun, journaliste à France Inter, à qui je cède tout de suite la parole. C'est à lui, vous le savez tous, c'est à lui seul un carrefour interdisciplinaire comme l'est ce festival, pas seulement historien, mais aussi philosophe. On se pratique depuis longtemps, Georges Vigarello. Je ne sais pas si j'ai jamais osé vous poser cette question. Pourquoi êtes-vous devenu professeur d'éducation physique et sportive? Est-ce que c'était pour vous rendre désirable? Ah, c'est une question... C'est toujours des questions compliquées parce que ça renvoie à la nécessité de comprendre quels sont les itinéraires, comment les choses se déclenchent. Bon, je dois dire que dans bien des cas, les gens qui se lancent comme ça dans des pratiques physiques, ils le font parce qu'ils ont des ascendances familiales. Moi, j'avoue que j'avais un père auquel j'ai un immense plaisir de lui rendre hommage. J'avais un père qui était passionné par les pratiques physiques. C'était quelqu'un qui enseignait, mais c'était quelqu'un aussi qui s'intéressait aux tenues physiques. Il avait inventé des appareils pour évaluer les morphologies, etc. Bon, bref, ne nous attardons pas là-dessus. Mais il avait réussi, au fond, à me faire passer quelque chose qui est d'une passion. Et il avait fait d'une manière, et ça c'est important parce que souvent les gens du sport sont assez autoritaires, ils sont assez tranchés. Il avait fait lui d'une façon assez séductrice, assez comme ça convaincante, avec beaucoup d'émotions, de force, etc. Et je crois que c'est comme ça que quelque chose est né qui finalement a été une passion. Ça a été une passion. Personnellement, les pratiques physiques m'ont profondément marqué, m'ont profondément emporté. Le problème, c'est que c'était pas les seuls. Moi, quand j'étais au lycée, j'adorais aussi les lectures. J'étais bon en lettres, en philo, etc. C'était pas les seuls. Vous remarquerez tous que vous n'avez pas répondu à la question, mais que vous avez dit que votre père était un séducteur. Jean, je vous ai quand même répondu. Et vous avez contourné aussi la question, mais on y reviendra au nom du droit de suite. J'ai quand même dit pourquoi une passion était née et en quoi cette passion portait sur la pratique physique. Mais une fois que j'ai dit ça, c'était pas la seule. C'est ça. Et j'ai choisi le fait d'entrer dans l'univers des enseignements, de l'enseignement d'éducation physique. J'avais fait l'école normale supérieure de PS. J'étais très bon. J'étais même sorti major de l'école normale supérieure. Vous voyez, je disais tout à l'heure que c'est une chose que je ne dis pas quand je suis jeune. Puis en vieillissant, on peut dire. Voilà. Mais ce qui prouve bien la façon dont ça me tenait. Et puis, bon, les choses évoluant, les intérêts étant multiples, je me posais des questions sur comment les choses sont apparues, comment c'est né, pourquoi on pratique comme ça, comment l'émotion nous trouble quand nous faisons tel geste, pourquoi je ne réussis pas tel match, tel shoot. Vous voyez, donc ça s'est complexifié et après, l'itinéraire a poursuivi. Tout à l'heure, dans le train, c'est formidable, la ligne Strasbourg-Saint-Dié, une douzaine d'arrêts, certains émouvants, à Schirmeck, et tous, pour le reste, charmants. J'étais avec une de mes anciennes collaboratrices qui m'a rappelé qu'elle avait fait une de ses premières interviews chez vous. Ah oui, d'accord. Et elle m'a dit, c'est drôle, il s'est mis à faire des mouvements de gymnastique. Oh, c'est possible, ça? J'ai aucun souvenir de ça. Alors c'est vrai que la psychanalyse nous dit que parfois on barre les souvenirs. Hein. Souvenir écran. Voilà. Ouais. Mais moi j'ai pas de souvenir de ça, non. Alors les livres de Georges Vigarello, Seul ou
en carrefour interdisciplinaire avec vos conscrits, Oui. Corbin, Courtine, d'autres, porte très souvent sur le corps, mais aussi sur les émotions, sur le sentiment de soi, mais centrons sur quelques-uns qui traitent de la beauté. Oui. Pour parler de la beauté, le mieux c'est de parler de la laideur. Oui, effectivement. Effectivement. Oui, c'est aussi parler de ce qui renvoie pas, ce qui casse, ce qui renvoie pas à la norme, ce qui échappe à la norme. Et du coup, c'est vrai que j'avais fait un livre sur la beauté, mais j'ai fait aussi un livre sur l'obésité. Oui, on va y venir à l'obésité et aux monstruosités diverses. Mais il y a 1000 laideurs, dites-vous, tandis qu'il n'y a peut-être qu'une beauté. Alors non, alors là, c'est un grand débat que je trouve personnellement passionnant. Parce que les philosophes vous disent souvent qu'au fond, il y a une vision unique de la beauté. Platon étant le grand exemple, il y a une seule, le kalos, si vous voulez, c'est unique. Bon, et en même temps, chez Platon, c'est très intéressant parce que la beauté renvoie à d'autres vertus qui sont toujours extrêmes, si vous voulez. Moi, je suis absolument convaincu, et c'est ce qui rend l'histoire passionnante. Je suis totalement convaincu qu'évidemment, les critères de beauté changent. Alors vous avez, ce qui est très intéressant aussi, vous avez des critères qui restent. Par exemple, la jeunesse, ça peut traverser le temps. Par exemple, l'harmonie aussi. Par exemple, la symétrie, vous voyez. Mais dans ces critères-là, vous voyez à quel point ils peuvent changer avec le temps. Et pour prendre un exemple qui n'est pas directement celui de la beauté, mais qui est très proche, qui est celui de l'apparence, de la tenue, de la robe. Moi, je m'étais intéressé à la robe. La robe, mais écoutez, rien ne change plus que le profil de la robe lorsque vous vous interrogez sur le profil médiéval et le profil actuel. Vous aurez noté que Georges Vigarello n'a pas répondu à la question sur la laideur. Alors vous me disiez que c'était bien de commencer par la laideur et vous m'avez laissé là en plan. Non, mais la laideur c'est extrêmement important parce que c'est l'envers. Mais c'est la laideur, en prenant l'exemple de l'obésité. En prenant l'exemple de l'obésité, je trouve que c'est vraiment extraordinairement parlant. C'est parlant pour vous, c'est parlant pour les géographes. Parce que la différence des territoires nous montre qu'elle peut parfaitement entraîner des différences dans les corps. Non pas seulement parce qu'il y a un travail différent sur l'apparence, mais parce qu'il peut y avoir un travail différent sur la texture même des corps. Et quand vous travaillez sur l'histoire, vous voyez très bien, par exemple, qu'au XVIIe, on va vous dire « Ah ben oui, mais les Hollandais, ils sont gros parce qu'ils boivent beaucoup de lait, parce qu'ils boivent beaucoup d'eau, etc. » J'ai même trouvé des différences, moi ça me sidère parce que c'est un lieu que je connais bien, entre Nice et Menton. Au XVIIIe siècle, on va vous dire Nice, c'est un pays très sec, il y a du vent, il y a le Mistral, il n'y a pas beaucoup de protection, il n'y a pas tellement de barres d'arbres, donc les gens sont totalement secs. Mais Menton, c'est différent. Ah, il y a des arbres, il y a du climat assez tempéré, et donc les gens sont ronds. Donc vous voyez que, d'une part, faire de l'histoire, c'est s'intéresser non seulement à la différence entre les corps, mais à l'origine de ces différences, petit a, et petit b, c'est aussi quand même s'intéresser à la laideur. Parce que pour un Français, le Hollandais qui boit trop de lait et qui se laisse aller finalement à quelque chose qui amortit, ralentit, arrondit ses propres humeurs, c'est quelqu'un qui devient laid. Mais Rubens, qui vient du Nord, peint Marie de Médicis, vous décrivez ça assez souvent et j'ai le vague souvenir que vous dites « Ah ouais, elle est très belle aux yeux des contemporains parce que ses cuisses flottent comme une crème caramel ». Oui, alors, non mais Rubens, c'est un exemple assez magistral et c'est en même temps un exemple assez difficile. Bon, tout le monde se souvient de la galerie au Louvre, la galerie de Médicis, où effectivement, celle qui était en honneur, cette galerie qui est en honneur de Marie de Médicis, effectivement, vous avez des nymphes dont on voit très bien qu'elles sont ce qu'on appellerait aujourd'hui victimes d'une cellulite accentuée. Vous voyez, elles ont une chair assez pulpeuse, moelleuse, etc. Moi, je pense qu'il faut voir trois choses chez Rubens, et peut-être je me trompe. Il faut voir le goût personnel de Rubens, qui est un peu ambigu, qui peut flotter, c'est le cas de le dire, entre des corps un peu arrondis, mais qui peut aussi favoriser des corps amincis. Prenez l'exemple magistral de la peinture qui représente Rubens et Isabelle Brandt, sa femme. Regardez sa femme, les doigts allongés,
un corset extraordinairement rigide, tellement rigide qu'il descend au-dessus de l'entrejambe. Son visage extrêmement fin, ovale, relativement resserré. Donc ça, c'est quand même Rubens. Et en même temps, Rubens représente les nymphes. Et puis il y a un troisième Rubens, qui est le Rubens méprisant, et voilà la laideur, qui est un Rubens méprisant à l'égard de l'obésité, parce que c'est quelqu'un qui va vous montrer la façon dont les condamnés tombent au fond de l'enfer. Quels sont ces condamnés? Des gens absolument grotesques, immenses, avec des chairs tellement grosses qu'elles n'arrivent pas à tenir leur densité, elles sont craquelées, vous voyez. Donc il y a trois représentations. Et le goût de Rubens, à mon avis, c'est vrai, je le trouve un peu un équilibre entre ces fameuses nymphes de la galerie de Médicis et ces représentations de sa femme, qui est quand même une femme mince. J'ajoute une chose qui est très curieuse, c'est la présence de ce paradoxe dans le temps. Quand vous lisez Brantôme, qui écrit un siècle et demi avant Rubens, il écrit Brantôme dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Quand vous lisez Brantôme, les femmes galantes, vous voyez qu'il donne une définition de la beauté qui renvoie indiscutablement à la minceur et à la légèreté. Ça, c'est une image très importante. La femme, dans ces périodes-là, il faut qu'elle soit légère, vulnérable, amincie, etc. Et en même temps, vous avez des passages de Brantôme qui dit les femmes qui sont arrondies, alors je vais sortir des mots un peu grossiers, qui sentent l'épaule de mouton, etc. Ça, c'est totalement désirable. Donc il y a à la fois une image selon laquelle le désir ne peut pas ne pas se satisfaire s'il n'y a pas une abondance de chair. Et d'un autre côté, vous avez une image où, au contraire, il faut que la femme soit légère, élancée, en quelque sorte sujette d'une élégance de la mobilité. Alors tout ça coexiste à l'époque moderne, ce que les historiens appellent l'époque moderne, 16e, 17e, 18e, où vous situez souvent des moments de bascule importants, Georges Vigarello. Il y en a un peu plus tard, une ou deux générations après Rubens, la princesse Palatine. Alors on est à la cour de Louis XIV, elle est énorme et elle dit moi je suis carré comme un cube. Exact. Et elle y voit pas d'inconvénient. Ah non, elle souffre. Ah non, elle souffre. Je suis pas d'accord, Jean. Tandis que monsieur, alors je voulais faire le parallèle entre la princesse Palatine et monsieur le frère du roi. Oui, exact. Alors monsieur le frère du roi, il a des pâtisseries plein les poches, sa table déborde de pâtisseries et lui il souffre pas alors d'être obèse. Alors je vais vous dire. Quand vous lisez Saint-Simon, alors d'abord, la Palatine, elle écrit des lettres qui sont évidemment très intéressantes parce qu'elle parle d'elle-même. Et il y a une difficulté à parler de soi-même, vous voyez, dans ces époques-là. Elle parle d'elle-même et elle dit « je suis grosse comme un cube » et elle en souffre. Elle sent quelque chose qui est non seulement de l'ordre de l'alourdissement de son propre corps, mais elle sent quelque chose qui, dans le regard des autres, lui renvoie ce qui ne va pas. Concernant le frère du roi, c'est le texte de Saint-Simon qui en parle. Et le frère du roi, lui, effectivement, il est quand même l'objet d'un arrondissement à la limite presque plus grave que cette personne qui se sentait vivant comme un cube. Mais autour de lui, y compris son confesseur, lui dit « faites-vous saigner, vous ne pouvez pas vivre comme ça, c'est pas possible ». Et effectivement, il meurt d'une embolie, le frère du roi. Et puis vous avez troisièmement le petit-fils. Alors ça, c'est un merveilleux exemple. Parce que le petit-fils décrit par Saint-Simon, effectivement, il a un corps assez dense, mais il est d'une élégance folle à cheval, il est grand, mais il a effectivement une densité et une lourdeur. Et ça renvoie à cette question qui traverse le temps et qui me paraît relativement importante, c'est que d'une part, on tolère quand même dans le temps une certaine densité du corps masculin, on tolère beaucoup moins la densité du corps féminin. Alors on tolère la densité, on l'encourage, parce que l'obésité, elle est vue, au moins à partir d'un certain moment, comme un manque de courage, comme un manque de vertu. Alors t'es même pas capable de maigrir, dit-on, quand on voit une personne trop grosse. Très juste. Alors ça c'est relativement actuel, mais c'est vrai, vous avez raison. Ça apparaît aussi au XVIIIe. Au XVIIIe, on a des exemples magnifiques, enfin intellectuellement, pas magnifiques réellement. Je pense en particulier à Élie de Beaumont, qui a laissé des textes et des lettres qui ont été très très bien étudiés par un collègue qui s'appelle Tessèdre. Et Élie de Beaumont vit dans les années 80 du 18e, c'est un avocat, c'est un contemporain de Voltaire, il a collaboré avec Voltaire, et Élie de Beaumont se trouve trop gros. Alors il se pose plein de questions, parce qu'il est fatigué en montant les escaliers, il peut pas faire l'amour avec sa femme comme il devrait le faire, etc. Bon. Et que fait-il ? Il entoure sa taille avec une corde. Et il envoie ça
à j'oublie le nom là du médecin. Non, c'est pas Tronchin. Enfin bref, imaginons que ce soit Tronchin, c'est pas important. Il envoie ça donc à son médecin et il lui dit qu'est-ce que je peux faire. De surcroît, 1 mois après, la corde est encore plus distendue. Mais il considère effectivement que non seulement c'est douloureux, mais ça renvoie à quelque chose de psychologique. Il n'est pas assez nerveux, il n'est pas assez déterminé. Et donc là, on voit apparaître, au fond, une stigmatisation qui passe par quelque chose qui est de l'ordre du manque de détermination et d'énergie. Et évidemment, c'est très présent aujourd'hui. C'est une question de vertu et pas seulement de santé. On parlera des calculs sur le corps, sur l'alimentation. Votre père, d'après ce que j'ai compris, pratiquait déjà des calculs dans un instant, mais ne perdons pas le fil. La beauté. Oui. Alors la beauté. Vous êtes philosophe en même temps qu'historien. La philosophie est née en Grèce, hein, bien sûr. Oui. Il ne peut pas y avoir de philosophie ailleurs, et la beauté est née en Grèce. Oui, par certains côtés. La beauté, c'est les premiers grands textes occidentaux sur la beauté, ce sont des textes grecs, effectivement. Les premiers grands comment je peux dire, marbres sur la beauté, ce sont des textes, des marbres grecs, et ils sont intéressants quand on compare par exemple les marbres égyptiens et les marbres grecs. Il y a une différence, je pense à Phidias, il y a une différence radicale. C'est Phidias commence à marquer les muscles, commence à marquer les volumes, les formes qui créent de l'ondulation sur le corps et qui sont des facteurs de beauté, avec en plus comme remarque, vous voyez le temps, comme remarque, c'est plutôt une beauté masculine qu'une beauté féminine. Le monde grec, c'est quand même un monde qui favorise finalement l'homme en laissant la femme très, très marginale et très à côté. Elle n'assiste pas aux Jeux Olympiques, elle n'a pas le droit de pratiquer, etc. C'est quand même très important, ça. D'ailleurs, ce qui change peut-être le plus quand on fait l'histoire du corps, c'est la représentation de l'homme, peut-être plus que celle de la femme. C'est pas faux, je suis d'accord avec vous. Parce que la Renaissance, elle fait naître la beauté féminine. Alors, on va, si vous êtes d'accord avec moi, aller du haut en bas. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, vous allez peut-être la contester au bout d'un moment. J'adore vous contester. Le visage. Oui. Alors, le visage. Non, mais vous avez raison, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, parce que autant les Grecs favorisent quelque chose qui est dans la nudité, on le voit bien à travers les marbres dont je parlais tout à l'heure, autant la Renaissance hésite à représenter la nudité, même si elle le fait. Les peintures de Botticelli, les peintures de Titien sont des peintures qui font apparaître la nudité, ou en tout cas chez Titien, Vénus, elle est voilée. Mais d'ailleurs, au passage, ne l'oublions pas, la Renaissance, c'est plus Vénus que la Vierge. Ne l'oublions pas. Donc c'est quand même une attention au corps au sens où on peut lui donner de la sensibilité et surtout on peut lui donner du plaisir. C'est très important. La Renaissance naît comme ça. Et elle naît cette fois, pour la première fois, en disant le corps féminin, c'est le symbole du beau. Mais je vais continuer sur le rapport homme-femme. C'est le symbole du beau, avec un problème considérable. Puisque la femme n'est pas l'égale de l'homme, comment peut-elle être le symbole du beau? Alors ils essaient de trouver des moyens assez compliqués, en disant oui, mais une fourmi est peut-être très belle tout en étant petite, etc. Bon, bref. Ben oui. Et ils essaient d'argumenter. Mais je reviens à la question du nu, et je reviens à la question du haut. Le nu, c'est le nu académique. C'est le nu de la grande peinture. Et ce nu, il s'expose pas beaucoup dans la grande peinture, mais il s'expose à la Renaissance. Et il naît à la Renaissance. Et effectivement, la Renaissance, par rapport aux périodes médiévales, commence à s'intéresser à l'enveloppe du corps. Je pense à ce livre magnifique de Nadège d'Agen qui dit on commence à s'intéresser à l'ombre, l'ombre que le corps porte. Le corps a une densité. Masaccio, c'est un peintre avec le galbe poussé au maximum, etc. Très bien. Mais dans le quotidien, c'est pas le nu. Dans le quotidien, c'est la tenue de tous les jours. Et que regarde-t-on dans la tenue de tous les jours? Qu'est-ce qu'on décrit? De quoi parle-t-on du haut? Alors le haut, c'est le visage qui doit refléter l'âme. Eh oui, parce que le visage, c'est le ciel. Le visage, c'est le ciel. Les yeux renvoient aux astres. Et les mains, c'est la noblesse. Et les mains que vous tendez vers le ciel, elles appartiennent au haut aussi. Évidemment, elles appartiennent au haut.
Et les mains sont soulignées de façon extraordinaire. Dans des traités de beauté, vous pouvez avoir 3 pages sur les mains, par exemple. Vous voyez, ou quand des émissaires, je pense à un émissaire, ça c'est incroyable, un émissaire d'un roi anglais envoyé pour savoir s'il doit se marier avec une princesse napolitaine, c'est du 17e, et il demande, regardez surtout ses mains. Est-ce qu'elles sont fines? Est-ce qu'elles sont allongées, etc. Parce que la main, ça porte quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Ça joue, ça bouge, vous voyez. Mais en revanche, on refuse totalement le bas. Il y a un recul. La victoire de la beauté, c'est la victoire du bas. On refuse totalement le bas. On l'enveloppe. Si vous regardez la robe, par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que je trouve que c'est fabuleusement parlant. Si vous regardez la robe, eh bien, que voyez-vous à la robe déjà médiévale, mais surtout la robe de l'époque classique dont vous parliez tout à l'heure, 17e. Vous avez un haut qui surgit comme une fleur avec une collerette, etc. Vous avez un visage qui évidemment est fardé, ne l'oublions jamais. Vous avez des mains, etc. Vous avez un corset qui raidit extraordinairement le buste. Et puis vous avez une robe qui part à l'horizontale et qui anonymise totalement le bas, qui fait disparaître totalement le bas. Le bas devient identique pour tout le monde. La seule valeur, c'est le haut. Et certains disent, d'ailleurs, dans les bâtiments, ce qui est haut, le décor, ça se trouve en haut. Vous voyez, donc il y a un rapport aussi bâtiment, corps, etc. Et je trouve que, de ce point de vue, le travail de la société occidentale, et en particulier la géographie devient intéressante, des géographies, des zones occidentales, France, Angleterre, Italie, etc. Le travail, c'est de insensiblement donner de l'importance au bas. Et la première rupture, moi j'adore les ruptures en histoire, la première rupture, c'est la robe au moment de la Révolution française. À ce moment-là, la robe devient fluide et les hanches commencent à apparaître. Et la critique, mais c'est pas possible que le corps vienne mourir au niveau de la tenue, c'est pas possible. Et les autres disent, mais oui, non seulement c'est possible, mais c'est très bien. Et ensuite, continuons un instant, parce qu'on voit que l'histoire, c'est pas linéaire, qu'il y a des reculs. Qu'est-ce qu'on voit? Si le statut de la femme se perd, si le statut de la femme devient à nouveau un statut de totale dépendance, la robe se resserre. La robe de la période de la Restauration, c'est une robe qui se resserre considérablement au niveau de la ceinture, qui à nouveau part sur une amplitude considérable au niveau de la moitié du corps, réutilise le corset, réutilise le haut comme une fleur. C'est ça, l'image, la femme fleur, femme immobile, femme erratique, femme qui finalement n'est pas du tout dans l'acte. Bon, bref, votre œuvre, c'est un peu une tentative de dévoilement du bas, parce que la femme est femme jusqu'aux pieds, dites-vous. J'adore vos remarques et j'adore vos suggestions. Alors, figurez-vous que le pied, c'est important. Alors, le pied, c'est important pour plusieurs raisons. Si vous prenez l'exemple de la Renaissance, revenons, la robe donc couvre tout, et l'obsession, c'est arriver à apercevoir le pied. Dans la danse, vous voyez. Et puis au contraire, quand vous prenez les exemples beaucoup plus tardifs, au moment de la Révolution française, je pense par exemple à Madame Durand, qui va, elle, insister sur une description qui part du bas, et non pas qui part du haut, qui part de l'assise. Et par exemple, Rétif de la Bretonne est obsédé par l'assise du pied. Vous voyez. Alors, en plus, il y a chez lui quelque chose qui est sans doute assez curieux psychologiquement. Bon, mais n'insistons pas. Et donc, ça part du bas, et c'est l'assise qui compte. Et c'est le fait d'être bien campé. Et qui est cette citoyenne Durand? Non, je suis en train de me tromper de nom, c'est pas Durand. C'est pas Madame Roland. Mais c'est Roland. Oui. Ouais, alors désolé, la citoyenne Roland. Je suis désolé, c'est l'excitation de la présentation. Et la citoyenne Roland alors? Eh ben quoi? Ben justement. Elle part du bas. Ah mais bien sûr, relisez ses descriptions dans ses lettres. Elle part du bas, elle monte sur les hanches. Et elle en vient au haut, ce qui est une inversion absolument magnifique. Je suis désolé de me confondre sur les noms, mais vous êtes là pour me récupérer, ce que j'apprécie. Mais vous n'avez pas toutes ces robes avec des paniers, alors après des crinolines, ça vous détestez ça? Je déteste ça parce que je trouve que c'est un masquage considérable et c'est une vision qui immobilise complètement la femme. La victoire, elle est double. La victoire, elle porte sur le fait de faire apparaître le dessin du corps, d'une part. Et la victoire, c'est de faire apparaître le fait de bouger, le fait de pouvoir se déplacer. Ce texte magnifique de Michel Perrault, sortir. C'est-à-dire, l'espace nous appartient, et il n'est pas interdit. Mais la robe, telle qu'elle est, elle barre l'espace.
Je pense par exemple à ces moqueries des illustrateurs de la deuxième moitié du 19e, oui. Ils sont extrêmement nombreux à souligner le fait qu'elles ne peuvent même pas passer par les tourniquets des expositions universelles, etc. Vous voyez ? Ni monter avec une crinoline dans une gondole. Exactement, ni s'asseoir, etc. Donc ils inventent même des systèmes où l'arrière de la tenue est une sorte de parapluie qui se plie lorsque vous vous asseyez. C'est compliqué. Mais oui, c'est comme avec une coiffe bigoudaine montée dans une voiture. Voilà. Sauf la 2 chevaux décapotable, c'était compliqué, quoi. Mais pourquoi est-ce que... Vous savez tout, on ne peut rien vous Mais pourquoi est-ce qu'on a inventé des systèmes aussi contraignants? Ah, mais c'est parce que c'est une manière de créer des distances. Le système contraignant sur la femme, pour moi, il a vraiment une raison fondamentale, c'est le fait qu'elle est décor. Elle est décor, et seulement décor. Elle est là pour montrer, elle n'est pas là pour faire. Et la grande différence, c'est ça. L'homme, c'est celui de l'extérieur qui fait, qui affronte, qui travaille, et du coup, on tolère le fait qu'il soit un peu rond, le fait qu'il soit marqué, qu'il ait le teint plombé, comme dit Madame de Sévigné. Le teint plombé, ça veut dire il est passé au soleil, etc. Ça, on tolère, vous voyez. Mais la femme, c'est pas du tout comme ça. Il faut qu'elle ait le teint blanc, c'est celle du décor, c'est celle qui reçoit, c'est celle de l'immobilité. Et du coup, ça entraîne évidemment des tenues qui sont en totale convergence avec cette exigence d'immobilité. Et la grande victoire, mais vraiment, ça, j'en suis totalement convaincu, la grande victoire d'aujourd'hui, c'est la mobilité. Comme quoi, il n'y a pas besoin de manier la notion de genre à tout bout de champ pour expliquer la domination sur la femme. Certes non. Certes non. La notion de genre n'est pas du tout inintéressante. Là, c'était une provocation parce que j'avais l'impression que vous étiez assez superbement indifférents, vous et vos conscrits, hein. Courtine, Corbin, à la notion de genre. Faut rien vous cacher. Non, alors c'est vrai que bon, quand nous avons traité l'histoire de la virilité, on n'a pas donné une place considérable à la notion de genre. Mais écoutez, la notion de genre n'est pas du tout secondaire. C'est une notion qui montre que, au-delà de l'anatomie, le social, le psychologique peut quand même parvenir à sculpter l'anatomie. Voyez. Maintenant, la question, c'est que dans certains cas, on imagine que cette sculpture, elle peut aller jusqu'à nier totalement l'anatomie. Donc c'est un peu compliqué. Mais indiscutablement, moi je considère que la notion de genre, c'est une notion d'enrichissement intellectuel sur la façon de comprendre la position féminine. Enrichissement, ça veut dire que vous ne substituez pas le mot genre au mot sexe. Je trouve qu'on peut les utiliser non pas contemporainement, mais on peut les utiliser sans problème, avec des sens différents. Si Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », elle dit quelque chose qui est très profond quand même. Et en disant ce quelque chose de très profond, elle favorise une vision genrée des sexes. Et alors si on parlait de la fluidité des genres, en prenant un exemple, la transformation de la virilité. Oui. Parce qu'elle évolue beaucoup. Vous dites que vous suggérez que que l'homme, c'est celui qui change peut-être le plus. Oui. Et l'évolution, la répartition géographique, on ne parle que du monde occidental, auquel vous circonscrivez vos recherches, de la virilité. Alors, il faut mettre au pluriel. Non, mais la question, vous avez raison, la question elle est importante parce que souvent elle est oubliée et on a tendance à privilégier l'évolution du corps féminin sans s'interroger de façon précise sur l'évolution du corps masculin. Bon, là, moi je vais faire 2-3 remarques rapides si vous voulez. En prenant d'ailleurs volontairement, parce qu'il faut évidemment que nous en parlions, en prenant des repères qui prennent en compte la question de l'espace. J'avais personnellement beaucoup travaillé dans ce texte sur l'histoire de la virilité, qui date, si mes souvenirs sont bons, de 2010-2011. On avait fait 3 volumes, on avait utilisé beaucoup de contributeurs, je sais pas, plus de 50, hein, et on avait fait des textes nous-mêmes, Jean-Jacques, Alain et moi-même. Bon, et moi j'avais travaillé sur le sauvage. Et je m'étais posé la question, quelle est l'image que l'on se fait du sauvage? Et on voit que cette image, elle varie avec la façon dont l'Occident se perçoit lui-même. Alors je m'explique. Christophe Colomb aborde ce qu'il croit être encore les Indes, et qui est évidemment est le continent américain. Christophe Colomb aborde les Indes, et il se trouve face à des êtres qui le surprennent
parce que ces êtres-là ont quand même une allure assez dégagée, assez musclée, assez forte. Ils sont agiles, ils courent vite. Donc il y a, qu'on le veuille ou pas, à la fois évidemment un mépris à l'égard du sauvage, parce que le sauvage, il vit à même la terre, parce qu'il n'a pas vraiment d'organisation sociale, parce qu'il est cruel, etc. Bon. Et en même temps, il y a quelque chose qui est l'ordre d'une admiration à l'égard de ce sauvage qui, au fond, bénéficie de la force. Alors, aussitôt, la question devient, oui, mais ils sont abandonnés de Dieu. Donc, étant abandonnés de Dieu, est-ce qu'ils ont vraiment la force ? Nous l'avons parce que nous sommes chrétiens, etc. Donc, il y a déjà une première question qui se pose comme ça. Deuxième moment, celui où il y a un relatif recul. Cela n'est que relatif. Un relatif recul du religieux et où il y a à l'intérieur de l'Occident le sentiment que la société s'artificialise, que la société elle devient superficielle, que ça se complique et que finalement, au fond, il n'y a pas du vrai, il y a beaucoup d'artifices et de faux. Rousseau. Rousseau lui va dire au contraire, les sauvages ils sont authentiques. Exactement comme la nature de l'outre-mer est authentique et elle est belle, eh bien le sauvage, lui, c'est l'homme de l'authenticité, voire le supplément du voyage de Gouberville, Diderot. Et Rousseau va dire, ce sont des êtres qui au fond ont à nous apprendre parce que ils savent finalement quelle est la ressource, quel est l'instinct, et nous avons perdu. On a perdu nos forces, on a perdu notre virilité. Voilà. Bon, continuons. Plus le progrès avance en Occident, plus le sentiment du progrès s'installe, et plus le sentiment que ceux qui ne sont pas dans la ligne du progrès, qui n'ont pas les techniques, qui n'ont pas l'organisation sociale, ce sont des gens qui sont totalement dévalorisés. Et donc vous avez une troisième image du sauvage qui apparaît au moment de la Révolution française et qui va s'accentuer au 19e et qui va être celui du dénuement absolu et donc de l'impuissance, voyez, ou de la fausse puissance. Alors que la puissance, elle va appartenir à l'Occident avec ses ingénieurs, etc. Donc c'est une question en fait très intéressante, la confrontation de l'image entre sauvage et occidental et qui renvoie à une question géographique justement, voyez. Et en plus, l'autre dégradation qui est terrible et qui est liée à la domination excessive que l'Occident a exercée, l'autre domination, c'est ils consomment de l'alcool, on les achète avec du rhum, on les achète avec du whisky, et du coup ils se dégradent de plus en plus. Quelqu'un comme Volney, par exemple, va aux États-Unis, à ce qui est les États-Unis, à ce qui commence à être les États-Unis, début du 19e. Volney va aux États-Unis, il traverse, et il fait un livre magnifique sur le sol américain, et il dit je voudrais voir les ethnies sauvages, je voudrais les voir. Mais dans les lieux d'échange où les sauvages apportent les peaux et où on leur donne du rhum comme rétribution de la peau, ils voient que ces êtres-là sont complètement écrasés et qu'en même temps ils sont violents entre eux, c'est-à-dire qu'ils se tuent entre eux, etc. Donc il dit, je voulais aller vivre dans un village indien et je n'y vais pas, c'est impossible. Et donc on voit bien comment les choses là ont changé. Vous m'avez posé la question de la virilité, je ne l'ai pas oublié. Je vais quand même dire un mot, cette fois du côté de l'Occident. Et là encore, je trouve que l'histoire est fabuleusement parlante. Parce que si on va très vite, ce qui est un peu mon défaut de traverser un peu comme ça le temps, si on prend l'exemple médiéval, la virilité médiévale, c'est une vérité de force, c'est une vérité d'affrontement. Au fond, c'est le combattant médiéval dont l'image quasiment symbolique, c'est celle de la lance qui pénètre en quelque sorte l'adversaire. Je vous passe sur les possibles rapprochements sexuels que je m'interdis de faire. Donc, c'est un travail, au fond, d'affrontement et de pénétration. Vous prenez le Courtisan du XVIIe, livre magnifique de Balthazar Castiglione, 1528, le livre du courtisan. Vous prenez le courtisan, tout a changé. C'est plus la lance, vous dites, c'est l'escrime. C'est l'escrime. Et l'escrime, c'est quoi ? Dit Montaigne, c'est l'art de la tromperie. Donc Montaigne va dire, lui, c'est un vieux baron de ce point de vue-là. Il va dire, avant, il y avait la jalousie du courage. Maintenant, les escrimeurs, ils se trompent, ils rusent, ils embrochent les gens comme des lapins, etc. D'où, aux yeux de Montaigne, une perte de virilité. Mais est-ce qu'il y a vraiment perte de virilité ? Les mignons d'Henri III,
ils se combattent les yeux dans les yeux. Ils affrontent la mort les yeux dans les yeux. Ils vont au combat sans aucun problème. Donc la virilité n'a absolument pas disparu. Il y a de la subtilité dans la virilité. Exactement. Et ça, je suis très heureux de vous l'entendre dire parce que c'est ça. Et donc ça se complexifie, vous voyez. Et on peut continuer, j'arrête là, mais c'est très intéressant de voir ça parce que on voit bien comment à la fois l'image de la virilité ne cède pas, elle ne disparaît pas, elle ne disparaîtra que très tard, elle ne disparaît pas, et en même temps elle change à la fois de description et de repères intimes, psychologiques et physiques. Alors, comme vous traversez les siècles, si on arrive à celui d'aujourd'hui, on entend dire d'un peu partout, mais ça y est, la fluidité des genres nous amène à la confusion la plus totale, on ne sait pas où on en est, il faut revenir à la masculinité. Écoutez, vous trouvez toujours des nostalgiques. Je pense par exemple à Bly qui avait écrit ce texte, maintenant il date un peu d'une vingtaine d'années, sur l'homme sauvage. Bly, lui, il proposait, c'est un Américain, il proposait aux hommes, dans la mesure où les hommes semblaient insensiblement perdre de leur statut et de leur ascendance, il leur proposait de faire des stages dans les forêts américaines pour retrouver la force oubliée et s'imposer comme homme véritablement viril. Justement, je voulais vous parler des stages de masculinité. Voilà, vous savez, dans les circuits traditionnalistes catholiques, les hommes, en soutane d'ailleurs, curieusement, qui veulent faire revenir leurs fidèles à la masculinité, organisent des stages. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées, et en étant plus compliquées, elles sont beaucoup plus passionnantes. Il s'est passé au fond, un double phénomène. Un premier phénomène dont nous ne pouvons que nous féliciter, c'est quand même la montée de l'autonomie féminine. Le fait que la femme est plus autonome, qu'elle travaille. Au 19e, elle ne travaille pas. Hein. Donc elle ne travaille pas, elle est dépendante. Elle travaille, elle est dépendante, elle est donc autonome. En même temps, elle peut se déplacer, elle appartient à l'espace public, etc. Même s'il n'y a pas une égalité totale entre hommes et femmes, il y a quand même quelque chose qui a considérablement bougé. Et le deuxième changement, on a tendance à l'oublier, c'est le fait que la psychologisation de nos propres comportements, l'attention davantage à soi, le problème de l'écoute, l'affirmation personnelle plus affirmée, mais en même temps plus approfondie, vous voyez, liée à quelque chose qui vient de soi, ça a beaucoup joué. Et c'est quoi? Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait qu'on est plus sensible à la souffrance, on laisse plus aborder l'émotion, d'où notre histoire des émotions d'ailleurs. On laisse plus amorcer, venir l'émotion sur nous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, dans une certaine mesure, l'homme, me semble-t-il, a gagné en émotivité. Et donc il est plus attentif aux souffrances, etc., à l'enfant. C'est tout à fait évident qu'aujourd'hui un homme va assister à l'accouchement de sa femme, etc. Et c'est tout à fait évident aujourd'hui qu'un homme s'occupe de son enfant, qu'il soit séduit, qu'il puisse pleurer, etc. Et en même temps, la femme a gagné en force. Vous voyez ? Moi, c'est ça que je retiens. Après, évidemment, il y a des excès. Évidemment, vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent la femme n'a pas la place qu'elle mérite, l'homme continue de nous écraser. Je ne fais référence à personne, vous vous en doutez bien. Donc, je ne lis plus aucun ouvrage d'un homme. Ça n'a plus aucun sens. Je ne lis que des ouvrages de femmes, etc. Bien sûr qu'il y a des excès. Je pense que de toute façon, on le voit bien avec la Révolution française et par d'autres exemples, l'excès par certains côtés, il est un peu indispensable. Mais gardons la mesure. Prenons en compte ce qui a profondément changé. Et ce qui a profondément changé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'affirmation féminine. On le voit bien, moi j'avais travaillé sur le viol, etc. On le voit dans 1000 exemples, l'affirmation féminine, et en même temps la sensibilité masculine. Virilité émue. Exact. Je suis d'accord avec votre... Non, mais je l'ai lu dans vos livres, cette expression. Donc... Je ne vous en demandais pas. Vous êtes d'accord avec vous-même. Insensiblement, on est passé quand même au débat de la campagne électorale, même si vous faites référence à des personnages que vous ne voulez pas nommer, oui. On devine que nous y sommes déjà. Alors, si on parlait un peu de la virilité, de la beauté en politique, il y a un livre de François Ourmand qui vient de paraître là sur la beauté en jeu politique. Et il prend beaucoup d'exemples dans l'Antiquité. Oui. César. Oui. Alors César, moi je l'imaginais marcher déterminé, un peu comme Sarkozy, vous voyez, dans la rapidité. Pas du tout. Il paraît qu'il avait une démarche molle. Je connais pas le texte, oui, d'accord, c'est possible. Oui. Et que il avait une manière de porter sa toge en rabattant
le côté gauche sur l'épaule droite, qui signifiait qu'il était efféminé. Donc, dans la marche et le style politique, il y a la possibilité dès César, avant que Macron ne s'émeuve des morts ou des catastrophes, d'une virilité émue. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais ce qui domine quand même, c'est quand même l'orateur qui fait passer sa parole avec une voix assez forte, avec un milieu qui fait fonctionner quelque chose qui est dans la crainte. Je pense à ce livre merveilleux de Delumeau sur la peur, vous voyez, qui fait fonctionner la peur, qui est quand même dominant, etc. C'est ça quand même qui est de l'ordre de la tradition. Que vous voyez dominer en politique. Parce que non, là, je parle du corps en Je crois que dans politique. les époques anciennes, c'est ça qui a dominé. Or, dans les époques actuelles, vraiment, c'est très intéressant de voir. De voir quoi? De voir que c'est d'abord, la télévision montre des visages. Donc il faut que le visage soit quand même relativement surveillé. La télévision s'entraîne un type de discours qui est le nôtre ici. C'est pas un discours de Stentor où on se met sur une tribune et où on hurle, style Lénine, et on hurle pour se faire entendre. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une douceur qui passe par, d'ailleurs je voudrais pas citer des exemples, mais je trouve ça très pernicieux dans certains cas, c'est une douceur qui passe par quelque chose qui, au fond, tente de convaincre par non pas le discours massif et écrasant, mais par le discours insinueux. Oui, mais là, vous sautez les étapes, vous arrivez tout de suite à aujourd'hui. Je veux pas si on prend, après César, je parle la majesté royale. Ah bah oui, en voilà un bel exemple. Oui, les portraits de Rigaud. Oui, les portraits de Rigaud, c'est Louis quoi? XIV. Écoutez, Louis XIV, c'est... Alors, prenons ces exemples-là et essayons de décaler le temps, de prendre un exemple sur un siècle et demi. Prenons Charles Quint. Charles Quint, peint particien. Je ne sais pas si vous voyez le tableau, au Prado. Vu de côté, avec un regard d'une acuité, regardant l'horizon comme si c'est déterminant, avec une lance qui n'est pas la lance des jouteurs du Moyen-Âge, qui est une lance un peu légère, etc., mais qui est complètement orienté vers l'avant, qui a une armure, avec un cheval caparaçonné, et avec une vision qui est totalement frontale, absolument frontale. Prenez le cas de Louis XIV. Les choses ont changé. Il n'y a pas d'armure. Chez Rigaud, il n'y a pas d'armure. Il y a un énorme manteau qui n'est pas dénué de pélis, etc. Et il y a chez Louis XIV, ça on ne l'a pas suffisamment vu à mon avis, un regard. Il y a un regard totalement plombé qui impose également quelque chose. Mais ça ne fonctionne pas de la même manière. C'est plus Louis XIV, il va suivre son armée, mais il n'est plus devant l'armée. Et vous n'avez pas remarqué le bas dans le fameux tableau de Rigaud qui est de 1701, il y a les jambes. Oui, sûr. Ça complique les choses pour moi. Ben oui, parce qu'il a des jambes de danseur. Ouais. Ce qu'il était. Ce qu'il était. Il était à la fois danseur et acteur, oui, ce qu'il était. Comment ça doit marcher un souverain? Alors, comment ça doit marcher un citoyen de Rome, puisqu'on parlait de César? Cicéron, il disait, faut pas aller trop vite, faut pas aller trop lentement, parce que si vous allez trop vite, vous ressemblez à un esclave. Si vous allez trop lentement à un prêtre dans une procession, avec le dos un peu fixe. Écoutez, moi je peux me tromper, mais je pense que ce qui fonctionnait très fort dans ces périodes, c'était quand même la domination par la peur. Par l'obligation. Zeus, il manie, enfin c'est pas César, mais Zeus, il manie le tonnerre. Vous voyez, il y a ça quand même. Ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Alors évidemment, vous me dites, vous passez trop loin de l'Antiquité à aujourd'hui. Je l'accepte bien volontiers. Mais l'autorité passait par une représentation et pas seulement par la peur. Oui, c'est vrai. Mais sans doute, alors, en plus, moi, je suis pas antiquisant, donc je suis un peu limité dans mes propres argumentations. Mais je pense qu'il joue aussi deux choses. Il joue à la fois un être qui s'impose et en même temps un être qui n'est pas totalement différent de vous. Voyez, donc qui peut avoir justement une démarche un peu plus molle, hésitante, etc. C'est pas une différence radicale. En même temps, c'est une différence qui impose. Enfin, je crois, je peux. Mais en tout cas, pour revenir à la question de la royauté, ce qui me paraît quand même très très important, c'est qu'on est passé d'une image de la royauté qui est totalement guerrière. N'oublions pas que Louis XI, il est encore à la tête de ses armées.
à une royauté qui est plus administrative et que l'on va retrouver dans les questions de fatigue. Vous voyez, par exemple, la fatigue médiévale ou la fatigue encore du début de la Renaissance, c'est une fatigue éminemment physique. Mais on va venir à la fatigue à la fin de l'entretien, Georges Vigarello. Non, mais j'étais pas. Je reviens aux politiques parce que vous donneriez des conseils comment marcher pour un politique aujourd'hui. Non, mais parce qu'on connaît on a connu des ruptures là dans le corps présidentiel, par exemple. Oui, très vrai. Entre De Gaulle et Giscard, il y a quand même une rupture. Et Nicolas Sarkozy, il a introduit une rupture. Très juste. Le corps en sueur d'un président, c'est quand même quelque chose à quoi on n'était pas habitué. Moi, j'avais un petit peu travaillé sur... On avait fait un livre avec Olivier Mongin là-dessus. J'ai travaillé un petit peu sur le corps de Sarkozy. Vous avez tout à fait raison. Si on compare De Gaulle et Sarkozy, on est face à une différence drastique. Mais Sarkozy, je ne disais pas ça pour vous faire rire. Mais Sarkozy, en même temps, il faut le comprendre avec les références d'aujourd'hui. Et les références d'aujourd'hui, ce sont quand même, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce sont quand même des références de sensibilité, ce sont quand même des références d'émotion, ce sont quand même des références qui renvoient à quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation du trouble. Vous voyez ? Il y a un exemple que je trouve fabuleusement parlant. Dans une demi-finale d'un grand tournoi mondial de rugby, Sarkozy se trouve en Angleterre, la France gagne, si mes souvenirs sont bons, ça doit dater du tout début des années 90. La France gagne. Réaction de Sarkozy. Il se précipite dans les bras du président de la fédération de rugby. De Gaulle ne peut pas faire ça. Et en même temps, Sarkozy renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de notre sensibilité contemporaine, vous voyez ? L'acceptation de la proximité, l'attention à l'autre, le fait d'accepter les larmes, etc. Oui, la rapidité de la réaction. Évidemment. Et en même temps, je lis ça, il faudrait demander à monsieur le préfet s'il est encore là, il paraît que dans les visites présidentielles, on ferait des castings pour éviter que il y ait des ouvriers dans une usine, par exemple, qui soient plus grands que le président. C'est-à-dire qu'on reste sur l'idée que oui, sans doute, le président, il est plus grand. Sans doute. Moi, j'ai du mal à répondre, mais sans doute, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous sentez que les gens que vous admirez ou auxquels vous conférez du prestige, les acteurs aussi ou les actrices, vous les sentez plus grands qu'ils ne sont en réalité? Moi, quand je vois le président de la République, je l'imaginais plus grand. Ou telle actrice, je l'imaginais beaucoup plus grande. Non, mais votre question est fondamentale, elle est intéressante. Anthropologiquement, je dis vraiment dans l'histoire de l'humanité, anthropologiquement, la grandeur reste un repère très important. D'ailleurs, pour revenir, vous voyez, revenons à la géographie et revenons aux voyageurs. Lorsque vous lisez quelqu'un comme Pigafetta, qui est celui qui écrit pour Magellan, et qui donc, Magellan fait le tour du monde en passant par le sud, il découvre le passage par le sud de l'Amérique, et il va remonter. Et que rencontre-t-il ? Il rencontre des Patagons. Il rencontre comment dit-on, les autochtones sud-américains. Et que dit Pigafetta au nom de Magellan ? Nous arrivons à la ceinture des Patagons. Ils sont 2 fois plus grands que nous. Ce qui était complètement illusoire. Mais ça va mettre des décennies et des décennies pour être corrigé. Vous commencez à voir cette correction un petit peu chez Buffon, au milieu du 18e, vous voyez ? Donc c'est vrai qu'anthropologiquement, il y a quelque chose qui fait que le grand continue. Moi, je vous rejoins. Hein. Par exemple, j'ai vu Mitterrand à diverses occasions, je le pensais plus grand, effectivement. Il y a quelque chose dans l'imaginaire anthropologique qui fait que la grandeur renvoie à une donnée extrêmement importante. Je ne devrais pas en parler, mais regardez les couples. Dans les couples, encore aujourd'hui, l'homme a tendance à être plus grand. Je ne dis pas que ça me plaît. Oui, parce qu'autrement, ça ressemble à un dessin de Dubout et c'est caricatural quand la femme est plus grande. Et quand ils ont commencé à dessiner, justement, de manière ironique, oui, vous avez tout à fait raison, au 19e, ils ont commencé à dessiner l'inverse, mais sur un mode ironique. Le général de Gaulle, 1,93 m, il arrivait qu'on surélève son siège. Oui, voilà.
alors qu'il n'en avait pas besoin. C'est quand même très difficile pour un politique de communiquer avec son corps maintenant, parce qu'il se retrouve devant des injonctions contradictoires. Sarkozy court vite parce que c'est l'urgence et qu'il faut éteindre le feu, mais en même temps, il y a une partie de la population qui dit qu'il abandonne la majesté inhérente à l'autorité. Mais Sarkozy, il y a une chose de plus qui me paraît importante. Vous dites il court, et c'est très vrai, vous avez raison. Et en plus, il peut être confronté au problème de sa taille. Mais en plus, je crois qu'il montre qu'il est en permanence en contact et à l'écoute. Par exemple, dans ses joggings, il a le téléphone à la main, vous voyez ? Donc il y a cette idée aussi qui est très neuve. Hein. C'est je n'abandonne jamais le contact. Je suis toujours relié. Exemple d'injonction contradictoire, la télévision oblige au maquillage et vous avez tout le temps quelqu'un qui dit voilà, le président de la République, il s'applique sur le visage 23 SMIC en maquillage. Oui, bien sûr. Mais alors, d'autant plus contradictoire que dans une société comme la nôtre, où, au fond, l'environnement devient une notion fondamentale et où l'atteinte à l'égard de l'environnement est contestée et où l'artifice est contesté, vous avez tout un ensemble d'injonctions qui sont vous pouvez vivre sans maquillage, et puis en fait il y a aussi ce recours systématique au maquillage. Oui, vous avez raison. Je reviens, puisqu'on va boucler la boucle et revenir à vos souvenirs d'enfance, à votre père calculateur. Je reviens à la part grandissante aujourd'hui de la performance et du calcul. Qu'est-ce que vous dites à nos amis qui sont ici et qui calculent le nombre de pas qu'ils font chaque jour dans Saint-Dié, ou qui calculent le nombre de calories des aliments qu'ils consomment? Vous allez me dire que c'est ancien, parce que vous montrez que le médecin de Louis XIII, Héroard, qui tenait son journal, il calculait déjà les éléments à distribuer au roi. Et le poids. Et c'était pas le seul d'ailleurs. Hein. Cornaro, par exemple, Cornaro, c'est magnifique, hein, qui fait un texte sur la sobriété et qui s'adresse à la sobriété comme si c'était une déesse. Cornaro pèse sa nourriture. C'est très intéressant, ces textes comme ça de la Renaissance qui commencent à calculer, enfin, ou encore ce médecin qui s'installe sur une chaise qui est liée à une balance et qui essaie de calculer la transpiration, vous voyez, avec le fait. Oui, c'est incroyable. Bon, mais moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes votre question à la fois centrale est compliquée. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une société où on évalue en permanence, on s'évalue, on s'auto-évalue. Mais je trouve, alors peut-être je me trompe, je trouve que en même temps, il y a aussi, lié précisément à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de sensibilité, une forme d'écoute, une forme de tolérance, etc., qui n'appartient pas aux extrêmes, mais qui est quand même assez présente. Il y a aussi à la fois cette attention à la mesure et en même temps une certaine distance, une façon de la prendre de manière assez désinvolte. Je crois qu'il y a les deux quand même. Mais votre conscrit, Jean-Jacques Courtine, il critique avec délice les stakhanovistes du narcissisme. Bien sûr, bien sûr. Vous n'osez pas dire à certains de nos amis qui sont ici et qui mesurent leurs pas et leurs éléments qu'ils sont stakhanovistes du narcissisme. Jean-Jacques Courtine fait un texte magnifique à la fin de ce livre qu'on avait consacré à la virilité. Il fait un texte magnifique en montrant effectivement que en particulier les culturistes de la Californie sont des gens qui vivent en s'obsédant sur le galbe de leurs muscles. Parfait, bon, c'est très bien, mais c'est pas la majorité. C'est-à-dire que Jean-Jacques sait très bien que c'est comment je pourrais vous dire, c'est une dynamique présente, mais c'est quand même pas la seule. Et vient l'heure de la conclusion, parce que la fatigue gagne. Oui. Alors la fatigue. Attendez, pour résister. Parce que ma question est peut-être un peu trop vaste. Vous en avez fait un livre entier.
en balayant un peu les expressions premières de la fatigue qui venaient des classes supérieures. Oui. Nous sommes un peu souffrants. Non, mais vous essayez de chercher la densité qu'il y a dans la fatigue moderne, contemporaine. C'est un livre qu'il est difficile d'exposer en quelques mots, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu ambitieux. Mais chaque auteur se prend un peu au sérieux et que je crois qu'il fait, c'est important. Bon, bref, passons. Ce que j'ai quand même essayé de faire, c'est de confronter la fatigue à une situation sociale. Vous voyez, en me posant la question de qu'est-ce que c'est, comment on la décrit, bon, très bien, mais quels sont les gens fatigués, de qui parle-t-on? Et si on prend cet angle-là, on voit très bien que les personnes importantes, je reprends ce que vous venez de dire, les personnes importantes au Moyen-Âge, c'est les combattants, c'est les clercs sur lesquels on... Et puis, c'est aussi ceux qui se déplacent, les marchands, les voyageurs, etc. C'est pas les ouvriers. C'est pas les vilains, vous voyez, ça, c'est pas important. C'est pas les serfs, évidemment, encore moins. Bon. Et donc, quand vous traversez le temps, vous voyez monter des gens auxquels on s'intéresse parce que ils éprouvent de la fatigue. Et qui voit-on émerger au XVIIe? Les administrateurs, les gens de cour. Et à ce moment-là, évidemment aussi les marchands, mais sous une autre forme. Les marchands qui calculent, c'est pas seulement ceux qui se déplacent, c'est qui font des calculs pour essayer de réussir au mieux, etc. Puis continuons le temps. Eh bien, au XVIIIe, les gens ils s'intéressent davantage à ce qu'ils éprouvent, et donc on a plus de témoignages sur le ressenti, sur la douleur, et on commence à rentrer dans la période moderne. Et au XIXe siècle, alors que la durée de travail s'allonge, que la journée de travail, notamment pour les ouvriers, c'est l'ouvrier qui commence à devenir un vrai problème. Un vrai problème. La fatigue va percuter radicalement la société du 19e. Et donc, elle est bien obligée d'y répondre en proposant des problèmes d'heures, en posant des problèmes de calcul de fatigue, en faisant des travaux, des recherches géographiques intéressantes. Géographiques, par exemple, l'Académie des sciences morales et politiques, elle missionne quelqu'un comme Villermé qui fait un texte absolument magistral pour qu'il traverse la France et qu'il puisse voir quels sont les lieux où les souffrances sont les plus grandes et comment y répondre. Et ça donne ce livre absolument magnifique sur les enquêtes ouvrières, l'état physiologique des ouvriers en France, 1840. Bon, donc l'ouvrier devient un être absolument incontournable. Je ne dis pas qu'il a été l'objet de sollicitude absolue, mais il pose un problème. Et continuons un instant. Deux choses maintenant, deux choses très vite. La société du 19e nous apprend autre chose. Sortons de la seule perspective de l'ouvrier. La société du 19e, à partir des années 60-70, ça devient une société qui se vit comme victime, actrice, je ne sais pas quel mot choisir, de quelque chose qui devient une immense accélération. Le monde s'est considérablement accéléré. Les vapeurs, les télégraphes, les téléphones, la presse tous les jours. Des gens qui vous disent « Mais comment je peux lire la presse tous les jours? Ça me crée une émotion. Le lendemain, c'est pas la même. Je peux pas résister. » Et un mot surgit, surmenage. Voilà. La société du 19e, à la fin surtout, elle invente un mot qui concerne les psychologues, et je ne dirais pas les psychiatres, et qui est le mot surmenage. Et qui fait émerger une fatigue qui est encore très présente aujourd'hui, même si les mots ne sont pas les mêmes. C'est une fatigue psychologique. C'est-à-dire que notre période contemporaine invente très fortement. Je ne dirais pas qu'elle découvre, parce que Descartes, il parle d'une fatigue de l'esprit, par exemple. Mais elle invente réellement quelque chose qui est de l'ordre d'une fatigue psychologique, d'une fatigue intérieure, d'une fatigue qui conduit... Alors, passons à aujourd'hui. Ça s'explique pas seulement par le problème de l'accélération de la société, ça s'explique par le relationnel, ça s'explique par les modes de travail, ça s'explique aussi par la montée de l'individualisation. Plus j'ai de l'autonomie, et moins je supporte le fait qu'il y ait de la contrainte ou que j'éprouve de la limite en ce qui me concerne. C'est très important, ça. Vous voyez, parce que je le vaux bien, la publicité, parce que je le vaux bien. Évidemment, c'est très intéressant. Moi, je suis pour, je le vaux bien. Mais je le vaux bien, on me doit. Je suis quelqu'un de totalement réalisé. Comment supporter la contrainte à partir de là? Vous voyez, la démocratie, heureusement que la démocratie est là, mais elle accentue l'individualisation. La psychologisation accentue l'individualisation. La consommation accentue. Et à partir de là, tout ce qui est contrainte, rétrécissement, limite, ça devient difficile. Et alors on a de la fatigue psychologique. On a la liberté de consommer, enfin quand on en a les moyens, la liberté de choisir. Vous avez raison. On a en revanche de moins en moins de liberté peut-être dans
son métier qui est normalisé, Oui, de plus en plus calibré, évidemment, où on a l'impression d'être limité. Évidemment. Et ça provoque une contradiction. Voilà, c'est au cœur d'une contradiction Ouais. que nous vivons aujourd'hui et qui entraîne ces fameux termes nouveaux. C'est pas seulement surmenage, hein, c'est burn-out, c'est stress, et qui sont des termes parfaitement parlants aujourd'hui. J'ajoute un autre terme que je trouve moi très important. Quand j'avais travaillé sur le viol, j'avais beaucoup porté attention. C'est le terme de harcèlement. Le harcèlement, et heureusement d'ailleurs, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Heureusement qu'on relève le harcèlement. Mais le harcèlement, c'est précisément une manière de faire apparaître ce qui, pour un individu, dans une perspective psychologique, devient intolérable. Et il y a Alors que c'était toléré. il y a le mot charge mentale. Charge mentale, magnifique, mot extraordinaire, magnifique. Parce que la charge mentale, c'est ça. C'est à la fois le fait d'avoir... Alors, la charge mentale, ça part des questions de micro-informatique. Hein. C'est quel est le nombre d'informations que vous pouvez recevoir sur l'écran en les gérant. Et si vous avez trop d'informations, la charge est trop grande. Ça part de là. Hein. Mais ensuite, ça a essaimé, c'est passé, et heureusement très bien, par des discours féministes que je soutiens totalement, et qui sont comment faire, nous, qui sommes confrontés à notre travail quotidien, au fait d'élever les enfants, au fait de s'occuper de la bouffe, etc. Et donc, il y a une sorte d'accumulation de contraintes qui peuvent se traduire à l'accumulation de charges et qui aboutissent non pas seulement à de la fatigue physique, mais à de la fatigue psychologique. Alors heureusement, il y a des festivals. Je voulais terminer avec cette recommandation que vous faites. J'inspire le calme, j'expire le stress, j'inspire la vitalité, j'expire la fatigue. Ça peut être un beau programme pour le FIG que vous avez inauguré, Georges Bigarello. Merci à vous. « 8311 pas depuis ce matin. » Merci à tous les deux, vraiment beaucoup, pour cette très intéressante discussion. Georges Bigarello, on vous retrouve tout au long du week-end et puis dimanche, évidemment, pour la clôture. Alors, vous avez évoqué plein de thèmes, il en sera question pendant tout le week-end, le genre, les corps augmentés, j'en passe évidemment. Allez, 2 rendez-vous au hasard pour vous inciter à vous lever dimanche matin. Europe, scénario d'avenir à 11h15, une table ronde pour justement se projeter dans la présidence française de l'Union européenne. Et puis 12h30, comme ça vous pouvez enchaîner les deux, Claire Hancock et Myriam Mousset, cette fois-ci côté corps, propos déplacés, géographie située, les corps dans l'espace. Il y en a évidemment plein d'autres. Regardez le programme et à dimanche soir pour le bilan. Au revoir.